partagé par Zoom. J'espère que ça va fonctionner. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et pour maintenant cette journée très intéressante. Je vais parler disons, des scriptorium et aussi un peu de Kraken qui est derrière les scriptorium, mais c'est donc peut-être vous le connaissez déjà, mais sinon c'est vraiment une plateforme conçue pour la transition automatique de OCR, HTR, ATR. Ça, moi, il n'y a pas beaucoup de différence, franchement, mais la transcription des documents, en gros, donc, derrière ce Kraken, le moteur modulaire comme ligne de commande, Python, etc., développé par mon collègue Ben Kisling, le PHE. Et le cas d'utilisation de Scriptorium, en gros, c'est effectivement que beaucoup de nos collègues ne sont pas à l'aise en ligne de commande et aussi, bien sûr, pour l'analyse de mise en page, documents en général, on avait besoin d'une interface visuelle, une interface web pour interagir avec. Donc, c'était le principe du Scriptorium qui a été commencé en 2019 dans le contexte du projet Script.psl, un projet sur l'histoire de l'écriture, en gros, euh, et qui a continué dans plusieurs autres contextes, Biblissima, Midrash, Resilience et d'autres. Donc, c'est principalement par l'équipe PHE Europe, mais avec d'autres contributions, y compris Tetlia, nos collègues Linéa, Codechat et d'autres qui ont contribué aussi. Ce logiciel libre, gratuit, ouvert, etc. Le logiciel et aussi le modèle et les données qui pour nous sont très importants, bien sûr. Donc, le principe de base doit être utile et facile d'utiliser, facile à dire. La réalité, bien sûr, est un peu plus compliquée. Et ça veut dire nous avons trouvé beaucoup d'ingénierie qu'il ne faut pas sous-estimer, surtout parce que dans le contexte de script PSL, pardon, et dans l'RPG en général, mes collègues collaborent avec énormément de langues et de systèmes d'écriture différents. Donc voilà, d'ailleurs, c'est pas très bien connu, mais la documentation du scriptorium est disponible à Kraken. Donc, quels utilisateurs? Un peu la tension, on vient de le voir entre Hackindex et Calico, je pense, si qu'il le super user, si vous voulez, il va accéder à tous les paramètres qui sont très bien à l'aise avec, il comprend bien l'HTML, les détails de l'apprentissage de la machine, et d'autres qui veulent bien clairement pour taper sur le bouton et avoir la transcription complète à la fin. Ceux qui ont des documents dits simples, mais d'autres beaucoup plus complexes. Et bien évidemment, ne pas forcément ceux qui veulent la clé en main, qui ont aussi des documents simples. J'ai une autre attention sur les possibilités. Et pour nous, c'est aussi une politique importante, le principe faire open science, open data, les données, les modèles et encore le résultat, et avoir la possibilité de les partager le plus que possible. Donc, pour aller un petit peu plus loin sur la question de langue, parce que pour nous, c'est vraiment central, notre projet, on a une très petite sélection de systèmes et de langues que nos collègues ils étudient. Donc, je dis pas que eScriptorium et Kraken la possibilité de transcrire automatiquement toutes ces langues, mais en principe, il devrait être possible de traiter de gauche à droite, droite à gauche, haut en bas, bas en haut, circulaire, courbé, etc. Donc, toutes les complexités, en principe, euh, même les écritures non linéaires, dans le sens que des hiéroglyphes et d'autres. La pratique, encore une fois, est autre chose. Mais là, c'était l'idée. Euh, et donc, beaucoup de décisions que nous avons prises sont à partir de ce principe d'être le plus euh, ouvert dans le sens que d'avoir la possibilité de traiter les documents les plus variés que possible.
Euh, En ce qui concerne le cas d'utilisation, euh, nous avons plusieurs possibilités, beaucoup de possibilités, mais pour nos collègues, ils sont souvent un manuscrit peut-être, qui est peut-être long, mais peut-être pas. Et donc, c'est des bibliothécaires, des archivistes et d'autres qui sont intéressés aussi sur les grandes collections. Encore, c'est un peu la même problématique. Nous avons entendu Christopher de grande échelle, petite échelle, comment gérer cette tension entre besoins différents. Ce que nous trouvons assez fréquemment est des carnets de recherche, c'est-à-dire de livres de notes de fouilles archéologiques, par exemple, qui sont très, très variés. Les mises en page très irrégulières, les diagrammes et d'autres éléments, les journaux personnels, beaucoup de variations des possibilités. Bien sûr, c'est un ensemble plus facile à traiter que d'autres. Euh, et ce qui veut tout. Et là, je pense au projet Midrash, par exemple, qui sont en train de traiter tous les manuscrits médiévaux hébraïques qu'il y en a. En gros, c'est une collection énorme et très large, très bon gérée. Donc, pour gérer tout ça, bien sûr, c'est un grand défi, peut-être même pas possible, mais ce sont des cas d'utilisation de nos collègues, de ce qu'on cherche à faire, aussi dans le contexte de beaucoup de langues et de systèmes d'écriture très différents. Donc, pour vous montrer un très petit peu le flux de travail, on peut importer des images, bien sûr, via 3IF, par exemple, Biblisima. Il y a aussi les possibilités par image locale, disons, ou PDF ou d'autres. Je n'ai pas entré beaucoup dans les détails, mais je peux vous montrer après les questions si vous voulez. C'est un flux très assez classique. On peut chercher des modèles qui sont publiés, par exemple, sur Zenodo d'ailleurs. Et nous avons une communauté de modèles sur Zenodo. Et on encourage le plus que possible que tout le monde partage les modèles pour les importer dans le système. Et la segmentation, pour l'instant, on commence de plus en plus sur les approches sans segmentation, mais ça, c'est un peu plus pour l'avenir. Et comme vous voyez, nous avons encore les mises en page, la question de directionnalité et de l'interface, pour nous, est assez complexe. Donc, il faut gérer d'autre en bas, droite à gauche, dans toutes les orientations. Là, une page là. Euh, mais une fois segmenté, on peut commencer la transcription. On peut importer des transcriptions en auto ou page pour nous, euh, le transcrire à la main ou le transcrire automatiquement. Ici, nous avons un autre cas d'utilisation, quelqu'un qui voulait simplement transcrire à la main, mais voulait avoir une interface difficile, ergonomique, pour ce type de transcription. Pour le faire automatiquement, ça serait possible, en théorie, mais pas facile. Vous pouvez imaginer de trouver suffisamment de données pour entraîner la machine. En revanche, les transitions automatiques, je vous montre ces images pour voir un petit peu l'interface, mais aussi des cas d'utilisation que nous avons déjà en hébreu, très endommagés, très petits fragments. Ou sinon, en grec, polytonique, monotonique et d'autres. Syriaque aussi, dans les deux sens. Japonais ici, d'autres en bas, euh, et d'autres cas. Et après, une fois corrigé, donc on peut faire la transition à la main, faire la transition automatiquement, corriger la transition, faire des comparaisons entre des transcriptions, par exemple pour contrôler les corrections de participants dans le groupe, et faire un export de données. Pour l'instant, on a les exports, c'est toujours le cas depuis des années, en texte, auto et page. Pas encore les annotations 3IF, c'était prévu dans le contexte du Biblisima, on discute toujours.
Mais encore en pratique, c'est plutôt Alto qui est demandé par nos utilisateurs. Alto ou aussi TUI. Mais TUI est un peu une autre discussion. Et on peut importer et exporter des modèles aussi. Donc, si on veut un peu le tenir dans le système, mais c'est mieux de le partager si possible. Bon, quelques défis encore et des principes de base. Donc, bien sûr, pour nous, il y a beaucoup de questions sur le type d'écriture, traitement Unicode, traitement de police, la directionnalité de l'écriture est compliquée. Je vais entrer un petit peu, mais aussi, je veux mettre l'emphase aussi sur la question des conventions de transcription. Parce que je pense que c'est très important de rappeler qu'il n'y a jamais une transcription. Ça n'existe pas. Il y a toujours des approches différentes, des standards différents, des façons différentes de transcrire. Donc, si on veut partager nos données et nos modèles, ça veut dire forcément qu'il faut être d'accord sur c'est la transcription. Quand on traitait les abréviations, la ponctuation, la pagination, les autres éléments, les méthodes par texte et d'autres. Donc, même pour partager nos données, on a énormément de discussions et de possibilités. Et il y a des groupes qui travaillent là-dessus. Après, la question de corpus, bien sûr, et comment gérer le besoin qui augmente de plus en plus d'avoir énormément de données, ce qui n'existe pas forcément pour les langues dites moins dotées. Donc, pour montrer quelques exemples, c'est un de mes préférés. C'est manuscrit en arabe. Oui, c'est une mise en page assez fréquente pour l'arabe. Mais oui, le commentaire qui commence là et passe dans cette direction, donc même si c'est- par rapport à l'orientation de l'image, l'écriture est gauche à droite à gauche, mais c'est tourné presque 160, 80 degrés. Donc, pour gérer ce type de manuscrit avec les directions très différentes de l'écriture, ça veut dire l'interface d'ingénierie assez complexe. Et après, pour partager les données, quand on parle d'interopérabilité, c'est assez rare que le standard prise en compte vraiment toutes les possibilités. Il y a des lignes de bas, mais d'autres écritures, on a l'écriture euh, dessous de la ligne, donc c'est le top line, pas la baseline. Encore une fois, n'est pas prise en compte. Donc, beaucoup de difficultés pour gérer les langues et les besoins de nos utilisateurs. Je n'ai pas beaucoup parlé de 3IF parce qu'encore une fois, c'est l'import des images via 3IF, oui, il y a un manifeste. Mais après, oui, on pourrait partager des annotations. Il y a l'API le faire assez facilement. Et c'est plutôt l'auto qu'on a besoin par nos utilisateurs. Euh, Peut-être si je reviens juste un petit peu sur la question de TUI, je l'ai supprimé le détail pour tout le temps, mais euh, pour la TUI aussi, c'est la question quelle forme de TUI? Parce que TUI, c'est prévu comme le Text Encoding Initiative pour le texte et pas le Document Encoding Initiative. Ce pas la même chose. C'est-à-dire, ici, nous avons le texte aligné à l'image, mais la structure sémantique du texte n'est pas là. Et donc, oui, bien sûr, on peut utiliser le documentary model de TUI pour le partager, mais à ce point, on est presque auto, c'est très proche l'un de l'autre, et c'est très facile de transformer le export auto à TUI. Il y a d'autres qui l'ont fait, il y a des XSLT disponibles. Donc, jusque-là, c'est assez facile. Après, pour structurer le texte dans le sens de chapitres, paragraphes, etc., c'est très lié au document, au contexte, aux besoins des utilisateurs.
Donc, pour cette raison, on ne peut pas avoir un export TUI de texte. On pourrait de documents, mais l'intérêt est un peu moins. C'est bon. Donc, il y a des exemples de projets qui l'ont fait. En général, ça explique pourquoi on reste toujours sur Auto et Page, mais je crois que pour nous aussi, Page est assez peu utilisé. C'est la question d'utilisation de serveur. Donc, oui, comme je disais, les logiciels sont entièrement gratuits et ouverts. Donc, vous pouvez le télécharger et utiliser vous-même. Si jamais dans l'avenir, nous ne pouvons pas le soutenir, nous avons besoin, je ne sais pas, de mettre un paywall ou quelque chose, vous pouvez toujours avoir vos propres installations. Mais ça veut dire, encore une fois, que vous avez besoin de compétences et de serveurs, tout ce qu'il faut derrière. Donc, de manière réaliste, on a besoin d'accès au GPU. Nous n'avons pas les ressources pour fournir un serveur public, c'est-à-dire un software as a service. C'est vraiment le software qu'on prend. Même s'il y a beaucoup de douzaines, même plus d'installations différentes des scriptoriums. Et ça nous pose des questions. Par exemple, les nouvelles versions de Kraken utilisent de plus en plus besoin de GPU, des données, de réseaux informatiques. Ça devient presque pas faisable de faire tourner eScriptorium sur un ordinateur dit normal. Donc, à quel point est-ce qu'on peut gérer encore la tension entre l'idéal d'avoir le logiciel ouvert pour tout le monde et la réalité qu'il faut une installation assez puissante derrière qui devrait héberger et soutenir le serveur. Il y a des discussions encore récemment pour la France, mais c'est pas évident non plus. Donc, bien sûr, il y a toujours un coût quelque part. Nous, c'est le serveur que vous, en gros, devez payer. Pas que ça, d'autres possibilités, d'autres utilisations, surtout pour Kraken, mais aussi pour eScriptorium. Parce que, comme je disais, on cherche de le laisser le plus ouvert que possible via les API et d'autres. Donc, on peut modifier les modèles derrière, les approches. Donc, il y a, par exemple, Thibault utilisait, en gros, c'est YOLO. Euh, donc, ce n'est pas directement via eScriptorium, mais c'est un plugin, notre élément qu'on peut utiliser pour changer la segmentation derrière. Euh, il y a c'est un peu aussi ce qu'il faisait Colin Clisson. Il a fait son propre modèle, son propre logiciel pour l'écriture chinoise, intégré après dans le système. Et d'autres comme Passim, logiciel pour alignement texte-image qui est intégré. Euh, et comme j'ai parlé un petit peu de conversion en théorie via AutoXSLT, intégration avec Theory Publisher, on a lu depuis longtemps, ça n'a pas vraiment fait, et le principe, c'est possible aussi. Donc, soit avec eScriptorium via l'API, soit avec Kraken directement. C'est aussi conçu toujours comme un élément de travail. C'est pas du tout un logiciel d'ailleurs pour publier, mais de traiter et après exporter les données. Il y a bien sûr d'autres possibilités. C'est pas que la transition automatique, même si dans la pratique, j'ai eu très peu d'applications dans la réalité, mais l'analyse de mise en page, détection de la langue, du style d'écriture, identification automatique des textes, alignement de texte-image, distant reading, etc., etc. Donc là, c'est déjà une vingtaine de minutes. J'ai essayé de montrer un peu, pas que l'interface, mais des possibilités et notre essai de le rendre disponible. En gros, si je peux, moi, c'est ma philosophie, je pense que l'équipe, que bien sûr, on ne peut pas répondre tous. Euh, et pour nous, je pense que notre peut-être unique selling point, c'est un peu trop, mais rendre un peu différent l'idée de prendre en compte le plus que possible toute la variété de l'écriture et si possible, de rendre
voilà, la souplesse, la facilité, la possibilité d'ajouter des plugins de Firefox, par exemple, pour interagir avec Descriptorium, ce qui fait Thibaut Claris et d'autres. Et encore plus, de permettre et encourager le partage et la réutilisation de données, même si ça pose beaucoup de questions sur l'interopérabilité. Donc voilà, pour aller plus loin, juste quelques liens et je m'arrête là avec les remerciements. Alors, C'est Peter. J'ai vu passer une question dans le chat. Est-ce qu'on peut avoir des lignes de base circulaires? On pense oui, au monnaie. oui, exactement. J'ai prévu ce point, c'est possible. La difficulté est que, je ne sais pas la version la plus récente de Kraken, mais après, il se met une lumière. Donc, ça veut dire une distorsion assez importante dans l'image. Mais sur le principe, c'est possible. Sur la pratique, je ne crois pas que ce soit déjà fait, utilisé dans la pratique. Merci, ouais, merci, Peter. Et puis, franchement, un super bravo à l'école où on a beaucoup de collègues qui sont des utilisateurs intensifs de Scriptorium. Enfin, ça nous a rendu des services incroyables dans plusieurs projets. Et sur la partie serveur, juste peut-être un complément d'information pour dire que sur un financement du DIMAP, donc le régional, il y a l'infrastructure qui s'est montée entre l'école et INRIA, proposer justement une instance scriptorium à la communauté, quoi. Et ça existe, c'est pas forcément bien connu. Donc là, c'est juste pour le coup l'accès de l'application. Ça s'appelle Crema, CRE2MA. Et pour ceux qui souhaitent utiliser, il y a une plateforme. Alors c'est gratuit, la contrepartie attendue, c'est juste qu'il y ait un partage de la vérité, des données de vérité terrain et éventuellement des modèles. Et sur ScienceConf, il y a un appel au Crema Call. Donc, on demande assez peu de choses. En fait, essentiellement, on attend voilà, ce partage des données d'entraînement. Et ça, c'est vraiment une application. Donc, c'est une instance qui est maintenue par les collègues d'INRIA. Pas trop parler aussi parce qu'on espère de l'ouvrir encore plus, disons. Il y a réunion cet après-midi, je pense, de cette discussion. Mais oui, tout à fait. Donc, dans le contexte de Biblissima, c'est peut-être la question la plus difficile. Comment accéder au scriptorium? La réponse, il y a énormément d'installations que je ne connais pas forcément parce que c'est encore assez ouvert. Mais voilà, Crema est une bonne possibilité. Si vous êtes dans le contexte de Biblissima, il y a aussi MSIA et d'autres. Mais oui, effectivement, c'est un bon exemple. J'ai une petite question rapide, si c'est possible. Merci beaucoup, Pierre. J'anticipe un peu sur telle discussion qu'on devait. Euh, J'avais deux petites questions finalement. La première, c'est est-ce que vous avez fait le parti finalement d'imposer une sorte de workflow dans le traitement du document? Donc, il y avait finalement certaines étapes types. Est-ce que vous imposez un peu un workflow ou est-ce que c'est très flexible? Et la question qui est vraiment le corollaire, c'est pour les différentes étapes quand même du traitement, est-ce que vous avez travaillé à standardiser un peu les API ou pas? Alors, c'est la question de workflow. On a effectivement discuté parce que pour l'instant, c'est très ouvert, mais ça rend plus difficile d'utiliser pour les débutants parce qu'il y a moins de guidance, il n'y a pas vraiment le chemin à suivre. Donc, je n'ai pas eu le temps de parler, mais on va très bientôt lancer une nouvelle interface dans le contexte d'un projet avec OpenITI et nos collègues à Maryland et la Mellon Foundation. Et un des objectifs était bien de simplifier pour les débutants. Mais un peu en pratique, c'est compliqué parce que plus qu'on simplifie l'interface, c'est plus difficile pour accéder aux fonctionnalités plus avancées. Donc, une des questions qui a été posée est comment rendre plus évident le chemin typique, si vous voulez, le workflow guidé, mais aussi, et c'est la possibilité pour ceux qui ont besoin de un workflow plus ouvert. Donc, pour l'instant, c'est toujours ouvert.
souffle dans ce sens, mais ça pose cette difficulté dans le chemin. Et est-ce que vous avez vérifié du coup des modules un peu standards, des familles de modules comme layout detection par exemple, ou transcription, ou Oui, donc on cherche de l'expliquer dans ce sens oui, importer des données, importer un modèle si besoin, s'il n'y a pas déjà. Après, oui, la segmentation, la detection, transcription, euh, correction, non de transcription et export de données. C'est le workflow typique. Encore, et là aussi, c'est pas forcément clair, mais c'est pas du tout conçu comme plateforme de publication, hein, parce que nous n'avons pas la possibilité de garantir le stockage à long terme des données, par exemple. donc sur l'édition critique du texte ou sur les éléments d'enrichissement d'extraction d'identité, c'est pas forcément des sujets qui sont dans votre pipeline à court terme. Exactement. Là encore, on imagine dans une prochaine étape, je pense encore à ce Thibaut, j'imagine d'autres qui ont peut-être aussi, je ne sais pas, les éléments pour le traitement qu'on peut utiliser après. Et là encore, ça dépend vraiment du contexte de linguistique et d'autres. Et encore, il n'y a pas de modèle de langue dans la transcription, parce que quand on fait un modèle de langue pour le vietnamien, le torarien, l'égyptien, etc. Euh, donc encore, pour cette raison, dans la réalité, on imagine que on va exploiter les données ou interagir via l'API. C'est une possibilité aussi. Il y a la possibilité, c'est pas très bien connu, d'ajouter quelques balises simples directement dans l'Inscriptorium, mais encore, c'est pas du tout un éditeur XML, c'est une autre idée. Euh, mais l'interaction, par exemple, avec TeX Publisher et d'autres, oui, c'est plutôt ce qu'on pense. Ah, une dernière question pour vous. Euh, vous avez mentionné la difficulté de maintenir des serveurs puissants et toujours plus puissants. Je me demandais si vous avez considéré la solution, peut-être très complexe, hein, mais de fédérer les instances distributoriales pour répartir la charge sur plusieurs serveurs. En fait, ce qui se fait, par exemple, dans un tout autre domaine avec des logiciels comme Peertube pour les vidéos qui communiquent entre eux et du coup mettre en place des vidéos sur différents serveurs. Et ça permet d'avoir des petites instances sur des petits serveurs, mais qui ont une puissance de calcul et ou de stockage qui est plus importante. Au certain point, oui. Je pense que le meilleur exemple est le projet Edith Fondu. Simon Gabet et d'autres, ils ont l'idée là est d'utiliser le HPC des institutions. Donc, un peu dans ce sens de séparer la partie interactive avec de soumettre les tâches c'est possible. C'est un peu ce qui parlait un peu à Christophe, la question d'interactivité aussi, parce que nos utilisateurs, pour la plupart, ils ont l'habitude de voir des résultats assez vite, pas soumettre des tâches, revenir une semaine après, c'est pas exactement. Puis, il y a bien sûr des cas, si on a des milliers de documents, on n'a pas la possibilité. Mais souvent, on veut essayer jouer avec un modèle, voir le résultat assez vite, modifier, voir ce qui se donne. Donc, aussi pour cette raison, on a beaucoup cherché d'aller dans cette direction, mais d'autres, comme je disais à Simon Guedet, la question de gestion des tâches est aussi très complexe. On espère, avec Thibaut et d'autres, d'améliorer un peu cet aspect-là. Euh, mais c'est pas vraiment notre expertise, c'est pas facile. Mais c'est une bonne question, oui. Je pense que plus tard,